L'évidence est encore confirmée, l'Argentine passe en quart de finale. Ça donne déjà une belle affiche entre Néerlandais et Argentins. Pour autant, elle attendra parce qu'on passe au prochain huitième de finale Espagne-Croatie. Les amis, à vos commentaires et pensez à lâcher le pouce bleu, ça serait top d'atteindre les 2000 likes avant minuit ce soir. Merci à tous ceux qui le feront. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le moment est venu d'évoquer l'équipe de France à moins d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022. C'est véritablement l'hécatombe, de nombreux joueurs sont à l'infirmerie, il y a de quoi se poser des questions par rapport au 11 que va aligner Deschamps dans quelques semaines. À mon avis, la chatte à Dédé va devoir rejouer un rôle majeur. Plus sérieusement, on a perdu des cadres dans presque tous les secteurs de jeu. Au milieu de terrain avec l'indispensable N'Golo Kanté, possiblement au poste de gardien avec notre meilleur élément du nom de Mike Maignan. Et en défense, où Varane a des chances d'être sélectionné certes, mais devrait manquer le match d'ouverture face à l'Australie. Alors je sais pas si l'avis d'un Raymond Domenech compte, quoi qu'il en soit, il y a une part de vrai lorsqu'il dit qu'il ne faut pas sélectionner quelqu'un qui va complètement polluer toute la préparation. Ne pas savoir si un joueur va être prêt ou pas peut poser des problèmes. Le défi est immense pour notre sélectionneur qui va annoncer sa liste le 9 novembre prochain. Ça approche, il va devoir essayer de concocter une équipe qui n'a pas forcément d'automatisme. Le choix de sélectionner ou pas tel ou tel joueur aura son importance plus que d'habitude. Et c'est justement l'exercice du jour dans lequel je voulais me prêter. Je vais me mettre à sa place et composer la meilleure équipe de France possible sur le papier en prenant compte des différents absents, de la forme des joueurs, des derniers rassemblements et de ses préférences tactiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les amis, place au sponsor du jour. Une simple question, est-ce que vous aimez l'univers Marvel? Moi, personnellement, depuis longtemps, avec une préférence pour la série de films Iron Man. Il y a un lien car je vais vous parler de Marvel Snap. Qu'est-ce que Marvel Snap, vous allez me dire? C'est un nouveau jeu qui vient de sortir dans lequel tu fais face à quelqu'un avec des cartes de personnages Marvel ayant chacune ses avantages. Le but est de les disposer dans 3 emplacements et de gagner 2 emplacements sur 3 pour l'emporter. Une partie se joue en 6 tours. À chaque tour, les joueurs reçoivent plus 1 en énergie pour jouer une ou plusieurs cartes, tandis que les lieux au milieu du plateau sont révélés au fur et à mesure jusqu'au 3e tour. Ils offrent des effets qui peuvent changer la donne. Bien sûr, la progression permet de collecter de nouvelles cartes, avec la possibilité ensuite, grâce au crédit accumulé, d'améliorer leur visuel, des effets 3D, des arrière-plans animés ou encore des effets de cadre, de débloquer des variantes, des avatars et d'obtenir de l'or. A noter que le jeu a été créé par le studio Second Diner de Ben Brode. Ben Brode, un nom qui vous dit peut-être quelque chose étant donné qu'il est le concepteur d'Hearthstone, un jeu assez connu. Alors de nombreux aspects font que j'ai aimé enchaîner les parties, à la fois en termes de stratégie, tant dans la construction de deck avec le choix des cartes qu'avec les effets de modification en cours de jeu, et par rapport au rythme unique avec le déroulement simultané des 6 manches avec l'adversaire. En parallèle, l'expérience de jeu est vraiment récompensée car il n'y a pas de pay to win. Pay to win, obligation de mettre de l'argent pour être meilleur. Avec le lancement mondial de Marvel Snap, c'est le moment de le télécharger avec le lien dans la description. C'est disponible sur Android, iOS et bientôt intégralement sur Steam. Vous pourrez garder la progression d'un compte peu importe la plateforme. Bref, on peut en revenir à nos moutons. La première chose à noter, c'est qu'à l'image de Luis Enrique avec l'Espagne, Deschamps est quelqu'un de très conservateur. Il aime bien garder ses idées, ses choix, ses tactiques. C'est ce pourquoi j'ai décidé, malgré les nombreux forfaits, de rester sur le 3-4-1-2 beaucoup travaillé ces derniers temps. On a la capacité de fonctionner dans ce schéma. L'effectif comprend des joueurs suffisamment bons pour évoluer sur les côtés. En tant que piston, certains jouent déjà ce rôle dans leur club respectif. Cet aspect n'a pas d'impact sur le premier poste, le gardien. Par contre, l'incertitude Maignan, oui. Même s'il parvient à se remettre de sa blessure, il sera malheureusement pas à 100%, ce qui oblige à placer Lloris. Il a pas toujours été bon avec Tottenham depuis le début de la saison. Sa dernière boulette contre Newcastle en atteste au passage. Pour autant, malgré son irrégularité en dehors du sportif, il est très important pour le groupe afin d'encadrer les jeunes en bon capitaine qu'il a été durant longtemps. C'est ce que je disais déjà en juin dernier lorsque je réalisais une vidéo dans le même genre. Il n'y avait pas encore les forfaits. Le portier est maintenant positionné, on peut passer à la charnière centrale. Le premier de la ligne de 3 défensive n'est autre que Kimpembe. Je l'ai privilégié pour pallier Varane étant donné qu'il est capable de se proclamer en véritable patron de la défense. Presco s'est imposé au PSG comme en sélection en enchaînant les matchs. C'est un axial très solide et il l'a même prouvé lors de la campagne de Ligue des Nations désastreuse il y a quelques semaines. Voilà, on peut compter sur lui d'après moi, même s'il y a une petite retenue à avoir, c'est sûr. Il revient tout juste de blessure. Une phrase qui va d'ailleurs être valable pour plein de joueurs dans cette équipe et notamment le prochain, Lucas Hernandez. Il a enfin repris l'entraînement avec le Bayern et j'espère de tout cœur qu'il sera remis totalement. On connaît tous ses qualités, c'est le défenseur par excellence. Il jouait anciennement sur le côté gauche et s'est parfaitement adapté dans un rôle plus défensif au centre. Il se sacrifie pour son équipe avec la Grinta. Merci Diego Simeone pour le coup. Pour compléter la charnière centrale, ensuite j'ai tranché pour Jules Koundé. On peut pas dire que ses apparitions sous le maillot bleu aient été une grande réussite, loin de là même. Or c'est dû à la position dans laquelle Deschamps l'a aligné. Dans une défense à 4 à droite, pourquoi pas. Dans une défense à 3 à droite, piston droit plus particulièrement, c'est un grand nom. Xavi a tenté les deux d'ailleurs depuis le début de la saison, à droite, au centre,
il a montré des choses intéressantes. Bien sûr, il y a d'autres possibilités et j'en vois déjà mettre son nom dans les commentaires. William Saliba. C'est vraiment la grosse révélation de l'exercice 2022-2023 jusque-là. L'ancien Marseillais contribue réellement à la série d'invincibilité d'Arsenal. Certains consultants en Angleterre comme à l'étranger le considèrent comme le meilleur axial de Premier League. Le seul problème, c'est que Deschamps aime trop rester sur ses convictions. J'ai vraiment du mal à croire qu'il le fasse passer devant Hernandez, Kipembe ou Koundé. On peut passer sur les côtés avec les pistons. À gauche, le frère Théo Hernandez. Le démarrage de l'année est plus compliqué que la dernière avec l'AC Milan. Ça n'empêche qu'il fait encore de grosses différences dans les phases offensives grâce à sa vitesse. En club, certes, mais on l'a aussi vu en sélection à l'exemple du Final Four de la Ligue des Nations en octobre 2021. On peut pas s'en séparer et au pire, on a Ferland Mendy derrière. De l'autre côté, sans surprise, j'ai envie de dire Jonathan Klaus. Deschamps hésite encore parfois à le titulariser et pourtant, à son poste, sur le flanc droit, c'est difficile de trouver mieux que lui. L'ancien Lensois avait pris un risque en rejoignant l'Olympique de Marseille. Plus de responsabilités, le niveau est plus relevé, mais risque totalement assumé au vu de ses prestations. À ce poste, t'as énormément de cases à cocher. D'une part, pour attaquer où il faut avoir une certaine aisance technique, combiner avec les attaquants, réaliser des centres, faire des bonnes passes. D'une autre, pour défendre, savoir fournir les efforts pour revenir se replacer, intercepter, récupérer des ballons, bref. Piston, c'est l'un, si ce n'est le poste le plus compliqué dans le football moderne, selon moi en tout cas. En parallèle, ce qui est bien, c'est qu'au cas où Klaus n'a pas un bon rendement, l'atout Coman peut entrer en jeu. Il est évidemment plus à l'aise en tant qu'ailier droit, cependant Deschamps l'a déjà mis à l'essai et c'était plus qu'intéressant. Place désormais au milieu de terrain avec l'absence non négligeable d'un certain N'Golo Kanté. Elle fait vraiment mal celle-ci. Le duo de choc habituel ne verra pas le jour. En revanche, Pogba devrait normalement être là. Il vient à son tour de se remettre d'une blessure, sauf que sa situation est plutôt particulière, c'est le cas de le dire. La pioche a été touchée à la fois sportivement et à la fois extra-sportivement. L'affaire d'extorsion mêlant le frère Mathias fait encore parler, même si la représentante du français estime que c'est fini. En espérant revoir le Pogba souvent irréprochable en bleu, il en aura besoin aux côtés de Tchouaméni dans l'entrejeu. Monsieur 100 millions d'euros est en train de convaincre petit à petit avec le Real Madrid et le départ de Casemiro. La Maison Blanche en fait a déjà assuré le futur. Premièrement Tchouaméni, Fede Valverde qui a déjà conquis les esprits, sans oublier Camavinga. En parlant de Camavinga, il inclut clairement la liste des meilleures options du secteur. Si jamais Pogba n'est pas suffisamment remis, la doublette madrilène pourrait faire l'affaire. La dernière fois, l'ancien Rennais avait un peu déçu, mais on mettra ça sur la jeunesse. Pour ceux qui ont la mémoire courte, il suffit simplement de se remémorer l'avant-dernière campagne européenne du Real Madrid. De ses quelques entrées en jeu cinglantes, il y a de quoi avoir de l'espoir. Derrière, en bagage, sinon, t'as également Adrien Rabiot. Il revient plutôt bien avec la Juventus. Il marque des buts. Je préfère quand même le premier choix. On en vient au numéro 10 et sans surprise, Antoine Griezmann. Il s'est totalement relancé avec l'Atlético et c'est vraiment plaisant à voir. Le transfert définitif en provenance du Barça a dû lui faire du bien. Griezmann reprend du plaisir à jouer et se montre décisif en plus. Au pire, si la mayonnaise prend pas comme ça a pu être le cas quelquefois, il y a Nkunku qui offre une solution, alors plus offensivement qu'à la construction en comparaison à Griezmann. Ses stats de la saison dernière, elles parlent pour lui. En attaque, à présent, inutile de faire un suspense, Mbappé Benzema. À gauche, la flèche, toujours dans les bons coups en équipe de France. Il a sauvé un nombre incalculable de matchs en tant que titulaire, en tant que remplaçant en entrant en jeu. Le 9 de son côté, le ballon d'or, tout simplement. Attention néanmoins car il enchaîne les petites blessures dernièrement. Le calendrier chargé avec la quantité de matchs en est sûrement la cause. Ligue des champions, championnat, ça fait beaucoup. Ça n'empêche qu'il est prêt, gonflé à bloc pour ce nouveau défi. Soulever l'un des seuls trophées qu'il n'a pas encore au palmarès. Sur le papier, logiquement, je pense pas m'être trompé. Les amis, dites-moi ce que vous pensez de ce 11 dans les commentaires, sachant que j'ai bel et bien pris en compte les inconvénients et les critères posés. Il y a certainement des petites modifications à faire, vous allez être là pour les faire. Et en parlant de modifications, justement, j'ai d'autres versions de tactique à 3. Le 3-4-1-2 peut facilement se fondre avec le 3-4-2-1 à mes yeux. L'objectif du dispositif, c'est de pouvoir placer des ailiers et notamment Dembélé sur le flanc droit. Plein de gens annoncent déjà un fiasco au Qatar. Moi, personnellement, je suis plutôt confiant quand je vois cette composition d'équipe. Deschamps garde énormément de possibilités pour ce qui est peut-être sa dernière compétition avant la succession de Zidane. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo où je dévoilais mon 11 de l'équipe de France que j'aimerais voir pour la Coupe du Monde 2022. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Faites-moi le vôtre dans les commentaires, ce sera intéressant de comparer et je regarderai ça avec attention. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, justement, c'était Lexi. Ciao, ciao.